Bonjour les quatrièmes. Alors je vais commencer par corriger l'exercice 1, page 107 que je vous avais demandé de faire. Alors bon, j'aimerais bien que vous commentiez un petit peu ce que je fais, parce que vous me voyez, vous m'entendez, mais moi non. Donc c'est vrai que c'est un peu frustrant de ne pas vous voir, de ne pas voir vos réactions. En même temps, ça m'évite de m'interrompre et je suis plus efficace. Mais par exemple, je voudrais savoir si vous faites les exercices, hein, sinon c'est pas la peine que je vous en donne et puis que je prenne le temps de les corriger. Ah, coucou Rose. Voilà. Donc dites-moi si vous faites les exercices, hein. Vous voyez, mon chat adore le français. Voilà, elle est mignonne. Alors, l'exercice 1. Alors, c'était par binôme, mais bon, voilà. Expliquez l'accord de chaque verbe en couleur en identifiant quel verbe. On pour sujet un pronom relatif, ou on pour sujet un sujet inversé, c'est-à-dire qui n'est pas à la place habituelle, hein, pas avant le verbe mais derrière, sont séparés du sujet par des pronoms personnels compléments, ou sont séparés du sujet par un complément du nom. Le complément du nom étant un groupe nominal qui précise le nom, qui peut être par exemple un vase en cristal. En cristal, c'est le complément du nom. Une maison de campagne, c'est le complément du nom, etc., etc. Alors, dès lors commença pour Eugénie le printemps de l'amour. Alors, ce qui commence, c'est le printemps de l'amour. Donc là, le sujet est inversé puisqu'il n'est pas au début, mais à la fin de la phrase. Mais ce n'est pas pour autant un complément d'objet direct. Donc, se demander à chaque fois qui fait l'action. Ce n'est pas Eugénie qui fait l'action, c'est le printemps de l'amour. Enfin, si on peut dire, hein, parce que le printemps de l'amour, c'est pas une personne. Hein. Complices tous deux du même secret, ils se regardaient en s'exprimant une mutuelle intelligente qui approfondissait leurs sentiments et les leur rendait mieux communs, plus intimes. Donc, qui approfondait leurs sentiments, le sujet de approfondissait est un pronom relatif, le pronom relatif qui, donc c'est une subordonnée relative, et euh, ce qui approfondit les sentiments, c'est la mutuelle intelligence, mais qui est reprise par le pronom relatif qui. Rose, si tu pouvais arrêter de passer, merci. Ensuite, les leur rendaient mieux commun. Alors là, c'est toujours la mutuelle intelligence qui rend les sentiments mieux communs, mais entre les deux, on a des pronoms compléments qui sont les leurs, les qui remplacent les sentiments et leurs qui remplacent à eux, c'est-à-dire les personnes qui éprouvent les sentiments. Elle est un peu compliquée cette phrase. Les chagrins d'une prochaine absence n'attristaient-ils pas déjà les heures les plus joyeuses de ces fuyardes journées? Alors ici, le sujet, c'est les chagrins. Chagrin avec un complément du nom, puisqu'on a les chagrins d'une prochaine absence. Et puis, ensuite, on a n'attristait-il pas, avec la reprise par le pronom il, qui est inversé, puisqu'il y a une phrase interrogative et qu'on inverse toujours sujet-verbe dans les formes interrogatives. Par exemple, êtes-vous là et non pas vous êtes là. Donc voilà pour la correction de cet exercice. Donc pensez à me dire si vous les faites, hein, que ce ne soit pas une perte de temps. Alors, on va arrêter de parler d'amour, hein, bien que ce soit bien sympathique. Et alors, je prends un ancien livre de quatrième, parce que j'ai un peu épuisé tout ce que j'aimais bien, moi, dans votre livre. Et tant qu'à faire, je préfère travailler sur des choses qui me plaisent. Hein, parce que si déjà ça ne me plaît pas à moi, ça va être difficile que ça vous plaise à vous. Hein. Alors, donc une séquence sur les lettres, l'écriture par lettres, qui est une écriture très particulière, très codifiée, et en l'occurrence des lettres engagées. Alors, l'engagement en littérature, c'est le fait de prendre parti, de prendre position sur quelque chose qui fait partie de la société, soit pour dénoncer quelque chose, soit pour critiquer quelque chose, ou au contraire, soit pour approuver quelque chose et pour pouvoir peut-être l'amplifier, le répandre. Voilà. Donc un point de vue critique, sachant que critique n'est pas forcément négatif. La critique, c'est le fait de donner son avis. Une critique peut être positive. Alors, comme préambule étant le nouveau mot du jour, que je tente encore une fois, même si hier je n'ai eu qu'une phrase en quatrième, contre 3 phrases en troisième et 0 en cinquième. Le préambule, ici, c'est un dessin d'un auteur qui s'appelle Émile Zola. Émile Zola qui n'est pas que la rue principale de votre bonne ville de Troyes, hein, mais qui est également un écrivain très connu, et un écrivain engagé, connu, qui s'est notamment engagé contre Napoléon et aussi dans l'affaire Dreyfus. C'est pour ça qu'il est célèbre.
L'affaire Dreyfus étant une affaire qui a vraiment remué toute la société française, puisque Dreyfus était un fonctionnaire de l'armée juif qui a été accusé de haute trahison, ce qui était assez grave à l'époque, et qui en fait n'avait pas commis ce crime, et qui était qui a été victime d'antisémitisme. L'antisémitisme, c'est le fait d'être raciste envers les juifs. Et cette affaire a pris des proportions telles que la France était coupée en deux entre les anti-Dreyfusards et les pro-Dreyfusards, ceux qui étaient pour lui et ceux qui étaient contre lui. Émile Zola était, lui, un Dreyfusard, c'est-à-dire qu'il a pris parti en faveur de Dreyfus, dans un article qui a fait grand bruit, qui est paru à la une d'un journal très connu de l'époque qui s'appelait L'Aurore, et cet article s'intitulait « J'accuse ». Vous en avez ici la reproduction, voilà, ici. Et donc, avec dans cet article une anaphore. L'anaphore, c'est le fait de répéter plusieurs fois le même mot au début de plusieurs phrases consécutives, puisqu'il disait « j'accuse », il nommait des personnes, « j'accuse », et toutes ces phrases ou tous ces paragraphes commençaient systématiquement par « j'accuse ». Donc c'était quelque chose de très, très agressif et de très, très engagé. Et il s'est beaucoup exposé en prenant son parti comme ça de manière vraiment très, très nette. En termes engagés, nous avons également des auteurs du siècle des Lumières, comme Montesquieu, avec ses lettres persanes, qui a pris parti lui aussi pour critiquer le roi, mais de manière déguisée, puisque à l'époque, critiquer le roi, c'était vraiment se mettre en danger gravement, danger d'emprisonnement, voire pire, puisque toute critique était quasiment impossible et interdite, et réprimée par la force. Parce que le siècle des Lumières, rappelons-le, nous sommes au XVIIe siècle, d'accord ? Et donc, dans ces lettres persanes, il fait semblant de critiquer quelque chose d'autre, mais on doit lire implicitement, c'est-à-dire entre les lignes. Ce qui est implicite, c'est ce qu'on ne dit pas clairement, contrairement à ce qui est explicite, qui est dit clairement. On doit y voir une critique de la France et du roi de France. Alors, je prends un premier texte, une première lettre persane. Alors, lettre de Rica à Rédi. Donc, Rica, c'est l'expéditaire et Rédi, le destinataire. Dans ce roman par lettres, Montesquieu rend compte du séjour à Paris de 2 Persans venus découvrir l'Occident. L'ensemble des lettres forme une mosaïque de tableaux sur les usages politiques, sociaux et moraux des Français. Je trouve les caprices de la mode chez les Français étonnants. Ils ont oublié comment ils étaient habillés cet été, ils ignorent encore plus comment ils le seront cet hiver. Mais surtout, on ne saurait croire combien il en coûte à un mari pour mettre sa femme à la mode. Que me servirait de te faire une description exacte de leurs habillements et de leurs parures ? Une mode nouvelle viendrait détruire tout mon ouvrage, comme celui de leurs ouvriers, et avant que tu eusses reçu ma lettre, tout serait changé. Une femme qui quitte Paris pour aller passer 6 mois à la campagne en revient aussi antique, c'est-à-dire aussi démodée, que si elle s'y était oubliée 30 ans. Le fils méconnaît le portrait de sa mère, tant l'habit avec lequel elle est peinte lui paraît étranger. Il s'imagine que c'est quelque américaine qui représentait, ou que le peintre a voulu exprimer quelqu'une de ses fantaisies. Quelquefois, les coiffures montent insensiblement, et une révolution les fait descendre tout à coup. Il a été un temps que leur hauteur immense mettait le visage d'une femme au milieu d'elle-même. Dans un autre, c'étaient les pieds qui occupaient cette place. Les talons faisaient un piédestal qui les tenait en l'air. Qui pourrait le croire ? Les architectes ont été souvent obligés de hausser, de baisser et d'élargir leurs portes selon que les parures des femmes exigeaient d'eux ce changement, et les règles de leur art ont été asservies à ces caprices. On voit quelquefois sur un visage une quantité prodigieuse de mouches. Les mouches, ce sont les petits grains de beauté, les faux grains de beauté noirs qu'on se mettait un petit peu partout pour les femmes, et les hommes d'ailleurs. Et ces mouches disparaissaient toutes le lendemain. Autrefois, les femmes avaient de la taille et des dents. Des dents, ça veut dire qu'on montrait les dents en souriant, on ne les cachait pas. Aujourd'hui, il n'en est pas question. Dans cette changeante nation, quoi qu'en disent les mauvais plaisants, les filles se trouvent autrement faites que leur mère. Il en est des manières et de la façon de vivre comme des modes. Les Français changent de mœurs selon l'âge de leur roi. Le monarque pourrait même parvenir à rendre la nation grave s'il l'avait entrepris. Le prince imprime le caractère de son esprit à la cour à la ville aux provinces. L'âme du souverain est un moule qui donne la forme à toutes les autres. Donc, cette dernière phrase très forte, l'âme du souverain est un moule qui donne la forme à toutes les autres, ça veut dire que le roi décide de tout. Et
avec l'idée du moule, la métaphore du moule, hein, puisque le moule donne la forme au gâteau, ben là c'est la même idée. Hein, c'est-à-dire que les gens doivent penser, s'habiller, vivre selon le moule qui est donné par le roi. Donc là, évidemment, ce n'est pas Montesquieu qui est censé s'exprimer, mais ce sont les deux persans qui parlent entre eux avec le point de vue de l'étranger. Avec évidemment des références à la mode de l'époque, hein, qui aujourd'hui, du coup, sont un peu plus compliquées à comprendre, puisque quand on parle des coiffures, à l'époque, on portait des perruques qui ont pu être très 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 hautes, hein, ce qui peut nous paraître totalement ridicule, hein, des perruques que portait par exemple Marie-Antoinette et qui pouvaient dépasser de 50 cm au-dessus de la tête. De même, les changements de taille pour les femmes, hein, puisque c'est l'époque où on peut porter de très grands talons. Adapter l'architecture, ce n'est pas quelque chose d'exagéré, puisque quand les femmes portaient ces crinolines, hein, c'est-à-dire ces grands cerceaux qu'on met encore dans les robes de mariée pour élargir leurs robes, soit tout autour, soit juste sur les côtés, ben ensuite elles ne passaient pas les portes et on élargissait les portes. Alors, ça peut paraître extraordinaire, mais c'était effectivement le cas. Donc ici, ben, on se moque de la mode, mais pas que de la mode et du fait que bah, tout le monde se laisse dicter sa conduite, hein, que tout part de la cour, hein, puisqu'on dit que le prince, c'est-à-dire le roi, dicte sa conduite à la cour à la ville aux provinces, et ainsi de suite. Hein. Donc c'est le roi qui est tout en haut et qui impose tout ce qu'il veut faire penser, porter, etc. Aux gens. Et que donc on est dans une société où on n'a pas vraiment de liberté d'agir, de liberté de penser, ni de liberté tout court. Alors, dans cette lettre, bien sûr, nous avons les codes de la lettre, c'est-à-dire qu'au début, on indique l'expéditeur et le destinataire, c'est-à-dire celui qui envoie et celui qui reçoit, le lieu, là c'est censé se passer à Venise, et il y a même une date un peu exotique, hein, puisque à la fin on note de Paris le 8 de la lune de Saphar 1717. Hein, la lune de Saphar, c'est la façon de voir le calendrier à la mode persane. Alors, il y a bien d'autres lettres qu'on verra par la suite. Donc, je vous ai dit pour le mot du jour, faites-moi des propositions. Hein. Dites-moi pour les exercices. Hein. Je vais vous proposer là un petit exercice simple. Imaginez que vous écrivez une lettre à quelqu'un qui est sur une autre planète et vous lui décrivez ce qui se passe en ce moment sur la Terre en quelques mots ou en quelques phrases. Voilà. Et pourquoi pas, faites-moi part de vos œuvres. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je ne vous dis pas demain puisque c'est le week-end, mais à lundi. Bonne journée, au revoir.